Merci Enza, c'est vrai qu'on a eu plusieurs vies, on s'est connus en tout cas dans 2 vies. Et à titre de présentation, il y a une vingtaine d'années, j'ai eu le privilège de présider le Parti libéral. Et ça a été une présidence tonitruante. Je leur avais promis de la sueur, des larmes et du sang, il y en a eu. Et j'étais jeune, sans doute un peu candide, un peu naïf parfois. Et cette expérience m'a permis, et c'est comme ça sans doute que je suis arrivé à la philosophie et au tarot, quand on a un accident de vie, parce que c'était un accident de vie, c'est un accident de vie même assez brutal, on doit forcément se poser des questions, puisque c'est une situation de crise. Et je ne pense pas qu'on se transforme dans la douceur et dans le calme. C'est quand on est confronté à une impossibilité qu'on est obligé de se poser un certain nombre de questions, d'essayer de comprendre où est-ce qu'on a fonctionné mal, où est-ce qu'on aurait pu s'améliorer, quelles ont été les erreurs qu'on a commises. Et c'est comme ça que la philosophie, le tarot, l'alchimie aussi, mais on ne va pas vraiment en parler ce soir, ont été des outils qui m'ont permis de mieux me connaître, de me transformer, et une vingtaine d'années plus tard, de retrouver Enza, de vous retrouver vous, pour vous parler précisément du tarot, une autre manière de regarder le monde. Dans mon intervention, je l'ai vraiment pas, enfin c'est pas que je ne l'ai pas préparée, mais elle n'est pas structurée de façon très formelle parce que j'aime bien les interactions et les échanges. Donc n'hésitez pas s'il y a des choses que je vous dis que vous ne comprenez pas ou s'il y a des choses qui vous intéressent et que vous souhaitez qu'on amplifie, peut-être pas d'intervenir et de me couper la parole, mais juste de me faire un petit signe et puis on crée un échange. Je pense que c'est une manière de fonctionner qui est un petit peu plus simple et un peu plus agréable que de faire une discussion ex cathedra où finalement je vous dis des choses, mais ça rentre et ça ressort par l'autre oreille dans le même moment. Je vous ai donc dit que il y a une vingtaine d'années, après avoir présidé le Parti libéral, j'ai trouvé le tarot et la philosophie pour mieux me connaître. Et puis, dans ce processus, j'ai rencontré un livre qui s'appelle le livre rouge de Jung. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous le connaissent. Non. C'est un livre en fait que Jung a rédigé quand il a... Donc Jung, tout le monde voit qui c'est par contre? Non plus. Alors on va le faire. Donc Jung est pour une fois que c'est un Suisse qui a largement rayonné à travers le monde, c'est un analyste et un penseur, parce que je pense qu'il est au-delà de l'analyse, c'est aussi un penseur de l'homme du XXe siècle. C'était longtemps un disciple de Freud. Et après cette rencontre avec Freud, il y a eu une rupture. C'était pour lui la crise qui lui a permis d'émerger à lui et de créer sa propre pensée. Et de cette propre pensée, en fait, dans ce travail d'introspection qu'il a fait suite à la rupture avec Freud, il a écrit un livre qui s'appelle Le Livre Rouge. Et dans ce livre rouge, il y a le conflit entre 2 énergies, entre 2 puissances. Je résume, hein, c'est un livre qui doit faire 500-600 pages, donc il y a un peu plus que ça, mais c'est l'élément, à mon avis, qui aujourd'hui est intéressant. Il y a l'esprit des profondeurs et l'esprit du temps. En général, quand on est confronté à l'esprit du temps, c'est-à-dire que c'est l'éducation, c'est la société, c'est les valeurs morales qui vont nous structurer, qui vont nous dire ce que l'on doit faire. Donc on va à l'école, on suit un cursus scolaire, si possible on fait des études, avec des bonnes notes pour faire plaisir à nos parents, on obtient un diplôme universitaire et puis on fait une carrière. Ça, c'est l'esprit du temps, c'est comment s'insérer dans la société, c'est comment fonctionner. Mais il se trouve que parfois, entre ce que l'on projette vers l'extérieur, ce que l'on fait vers l'extérieur pour plaire finalement, parce qu'il y a quand même un petit peu ça, pour avoir une reconnaissance sociale, pour s'inscrire dans une dynamique, il arrive parfois qu'il y ait une petite dissonance avec l'intérieur. Et cette dissonance, c'est la confrontation entre ce que l'on fait, l'esprit du temps, avec ce à quoi on aspire, c'est l'esprit des profondeurs. L'esprit des profondeurs, c'est cette puissance souterraine qui est en nous, c'est ce désir, certains pourraient l'appeler le feu créateur, qui fait que on va réaliser un certain nombre de choses, qu'on a des aspirations, qu'on a des envies et qu'on ne va pas se contenter de la situation qui nous est donnée. Mais parfois, et c'est ça la grande difficulté, et c'est ça que Jung a exploré, c'est que cet esprit des profondeurs nous fait nous mettre en rupture avec le monde dans lequel nous vivons, ou en tout cas avec la pensée à laquelle nous nous confrontons, et que cette rupture, à défaut de nous marginaliser, va peut-être nous mettre un petit peu au banc. Et très souvent, dans cette dynamique-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va renoncer pour se conformer à ce qui est attendu de nous. Et c'est tout le tiraillement de notre vie, c'est les renoncements permanents. C'est ce que l'on ne va pas faire parce qu'on n'ose pas l'assumer vis-à-vis de l'extérieur. Et, alors peut-être que vous serez d'accord avec moi, en tout cas je le souhaite, le sens d'une vie, c'est au terme de celle-ci, c'est d'avoir réalisé ses aspirations profondes. C'est d'avoir été l'homme ou la femme que l'on est, non pas ce que l'on attendait de nous, mais ce que l'on est réellement. C'est-à-dire de mettre en adéquation cet esprit des profondeurs avec cet esprit du temps.
Et c'est précisément ce que je vais essayer, quand je vais vous parler aujourd'hui du tarot, de vous montrer en quoi le tarot peut être cet outil qui va créer une, je dirais peut-être pas une union, mais une synergie, une espèce d'harmonie entre les besoins de notre vie d'homme incarné dans une société et nos aspirations plus profondes qui parfois peuvent déranger ou en tout cas nous mettre dans une situation par rapport aux autres un peu plus inconfortable. Est-ce que jusque-là j'ai été clair? Est-ce que vous avez des remarques ou questions? Parfait. Donc, j'imagine que quand vous êtes venu, en plus j'ai mis taromancien, et c'est vrai que parfois je mets tarologue, mais là j'ai mis taromancien, vous dire que le tarot, et peut-être c'est ce que vous avez imaginé en venant ici, que c'était un outil de divination. La divination, c'est-à-dire, c'est une manière de savoir ce qui va se passer dans l'avenir. C'est l'image qu'on a, c'est l'image la plus véhiculée. On va voir une bohémienne dans une roulotte, si possible, avec une boule de cristal à côté et un peu de sauge qui brûle aussi. Et puis, on va lui demander si on va rencontrer l'homme de sa vie ou la femme de sa vie. On va lui demander si on va devenir riche ou pauvre, ou si, en prenant l'avion, il va s'écraser ou non. Ça, c'est un petit peu l'image. Les affaires reprennent, c'est une bonne nouvelle. Et donc ça, c'est un peu l'image d'Épinal, la bohémienne, dans sa roulotte, qui va nous dire ce qui va nous arriver. Et naturellement, quand on va tirer l'arcane 13, donc c'est le squelette avec la faux, c'est la mort qui nous guette et tous les dangers. Alors ça, c'est un peu l'image qu'on a du tarot. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu superstition, un peu folklore, parce que ça fait partie aussi de l'homme et ça fait partie aussi de la vie. Mais heureusement, le tarot, c'est un tout petit peu plus que cela. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Pourquoi est-ce que la divination n'est pas un bon instrument? Alors, on va être très clair, s'il y a des personnes qui ont des dons dans la salle et s'il y a des personnes qui sont capables d'être médiums, dans tout ce que je vais dire, il n'y a aucune critique de cette pratique. Mais c'est plutôt de ramener le tarot dans un objet non pas de projection sur l'avenir, mais de connaissance de soi. C'est-à-dire de revenir dans une pratique peut-être un peu plus analytique, un peu plus philosophique et un peu moins divinatoire. Pourquoi est-ce que la divination par rapport au tarot peut être un handicap, ou en tout cas n'est pas forcément très intéressant? Parce que si on demande est-ce que je vais rencontrer l'homme ou la femme de ma vie, finalement on se déresponsabilise. C'est les cartes qui vont vous dire oui tu vas rencontrer, non tu ne vas pas rencontrer. Et à ce moment-là, il y a une espèce de fatalité des cartes de l'avenir, il y a une espèce de fatalisme, et on subit sa vie et à aucun moment on en est l'acteur. Les affaires sont tenaces. Et se déresponsabiliser, c'est-à-dire ne plus être le maître de sa vie, c'est la meilleure manière de ne pas la vivre. Puisque l'avenir est nécessairement incertain, et même si on lit les cartes, il y a des médiums qui se trompent parfois, ou il y a des interprétations qui peuvent nous induire en erreur. Il suffit de penser à certains mythes grecs, certaines prophéties ne sont comprises que quand elles se sont réalisées. Et tant qu'on ne les a pas réalisées, on ne les comprend pas. Et donc on se rend bien compte que la divination a cette limite-là. C'est que parfois il faut connaître, je pense à Édipe par exemple, il faut connaître l'histoire réalisée pour prendre conscience du sens de la prophétie. Et en ce sens, se remettre aux cartes dans une dimension divinatoire, c'est finalement abdiquer sa vie. Alors que de prendre le tarot comme un outil de connaissance de soi, c'est précisément reprendre en main sa vie, c'est devenir maître de sa vie et d'accepter que l'on n'est pas le jouet de ses émotions, des peurs, de son conditionnement, de sa naissance, de son éducation, de ses valeurs, mais que par la connaissance de soi, on est capable de s'émanciper de tout ce qui nous retient, de tout ce qui nous éloigne de ce à quoi on aspire. Et donc, si le tarot est un instrument de connaissance de soi, on peut imaginer, je viendrai après, si vous ne connaissez pas les cartes, je vous en montrerai quelques-unes et je vous dirai les choses. Pour l'instant, on va encore un peu rester théorique. Donc, si le tarot est un instrument de connaissance de soi, on peut imaginer que quand on tire les cartes, ce n'est pas pour lire l'avenir, mais c'est pour lire notre inconscient, notre psyché. C'est-à-dire que le lecteur de cartes ne va pas lire, ne va pas être le médium avec une puissance supérieure ou hors de soi, mais va rentrer en contact avec les personnes avec qui il lit les cartes, et que les cartes, à ce moment-là, sont le reflet de son inconscient. Et on peut imaginer la lecture du tarot, dans ce sens-là, comme un exercice d'interprétation des rêves. C'est-à-dire qu'on ne va pas pénétrer dans un au-delà, on va aller à la rencontre de l'inconscient et d'un certain nombre de symboles qui vont nous permettre de comprendre le message que nous délivrent les cartes, et à ce moment-là, de permettre à la personne qui lit les cartes
d'avoir conscience de ce qui la paralyse, de ce qui la retient. Je prenais l'exemple de vais-je rencontrer l'homme ou la femme de ma vie? La bonne question serait plutôt pourquoi est-ce que je ne rencontre pas l'homme ou la femme de ma vie? Qu'est-ce qui fait que dans mon fonctionnement, qu'est-ce qui fait que dans ma vie, je n'attire pas la bonne personne vers moi? Pourquoi est-ce que chaque fois que je rencontre quelqu'un de bien, je commence à avoir un comportement qui fait que je m'éloigne ou que je refuse de m'engager? Ou pourquoi est-ce que la personne que je crois être bien fait qu'au bout de 3 jours, il va confondre l'intensité amoureuse avec la violence? Un certain nombre de schémas qui sont souvent répétitifs et connus. Pourquoi? Parce que dans notre dynamique inconsciente, il y a un certain nombre d'éléments qui se produisent qui font qu'on va se confronter à des impossibilités, puisque c'est la seule chose, je ne dirais pas qu'on sait faire, mais que, en tout cas, c'est une énergie qui inconsciemment nous amène toujours dans cette situation-là. Or, le tarot, par l'exercice et par sa lecture, peut nous permettre de prendre conscience de cela et d'avoir une rectification, de se corriger et donc de s'inscrire dans une dynamique différente. Alors là, je prenais l'exemple de la relation amoureuse parce que c'est vrai que dans ma pratique du tarot, c'est quand même une question récurrente, mais je vous rassure que ça marche pour d'autres sujets aussi. En fait, pour tous les sujets de la vie d'un homme, ça peut fonctionner. Jusque-là, vous avez des questions, des remarques? Non. Alors je continue. Hein. Je ne sais même pas pour combien de temps je dois parler, en fait. Parfait. C'est très organisé, mais voilà. Donc je vous disais que le tarot était un livre des symboles. On va commencer à le montrer alors. Tarot. Juste pardon, si c'est pas divinatoire, Ouais. c'est quoi? Alors si c'est pas divinatoire, moi j'aime bien dire tarologie, ça veut dire logos. Logos c'est la connaissance du tarot. Et comme psychologie, connaissance de la psyché, la tarologie, ça serait la connaissance du tarot. Et la connaissance du tarot nous renvoie à l'idée d'une interprétation symbolique et assez analytique. Et dans ma pratique et dans la pratique de beaucoup de gens que je peux connaître, c'est vrai que Jung, l'analyse jungienne, donc, qui est essentiellement basée sur l'interprétation des rêves, sur l'inconscient, est souvent un bon guide ou un bon maître. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette orientation-là d'aller dans les ombres de la personne, dans l'inconscient de la personne, pour ressortir des éléments, les porter à la conscience et permettre une rectification. Peut-être que là, je peux être plus clair si ça vous intéresse 2-3 secondes. Dans l'Antiquité grecque, à Épidore, il y avait un temple, c'était le temple du dieu Asclépios, que les Romains appelaient Esculape. Et donc Asclépios, c'était un dieu qu'on allait voir quand on avait des problèmes de santé, mais aussi des problèmes pas que des santé physiques, c'était surtout des problèmes de l'esprit. On allait le voir, on allait voir les prêtres, et l'idée, alors je vais vous expliquer comment ça fonctionnait, on allait voir les prêtres, on rentrait dans le temple, on devait faire un certain nombre de rites, il y avait des ablutions, on y dormait une nuit et on devait y rêver. Et le lendemain matin, on allait voir le prêtre, on lui racontait notre rêve, le prêtre interprétait le rêve, il vous disait ce que vous deviez faire, et normalement, ça devait permettre la guérison du patient. Ça fonctionnait assez bien au point que Hippocrate a piqué le savoir en fait d'Asclépios, et c'est comme ça qu'il a créé la médecine, puisque le savoir d'Asclépios avait été, les tentes d'Asclépios avaient été conservées, parce qu'il y avait des ex-voto, et donc chaque fois qu'on était malade et guéri, on devait remercier de façon un peu précise. Donc un savoir s'était accumulé, et les prêtres avaient une grande connaissance qu'Hippocrate, le créateur et le fondateur de la médecine, s'était un petit peu approprié et avait d'ailleurs détruit le temple d'Asclépios. Pourquoi je vous parle de l'histoire d'Asclépios? Parce que c'était le processus qui était mis en place du rêve, de l'interprétation et de la guérison. C'était ce qu'on appelle le processus d'incubation. L'idée du processus d'incubation, c'est qu'il y a un certain nombre de choses, d'éléments inconscients qui font qu'on va créer des problèmes intérieurs, on va somatiser pour faire simple. Le fait de le rêver et d'être capable de le comprendre, c'est d'amener l'inconscient à la conscience. Et l'idée de l'incubation, c'est que cette prise de conscience est en soi suffisante, non pas pour guérir de tout, mais en tout cas pour couper une dynamique, pour trouver un certain nombre de réponses à des schémas répétitifs et récurrents. Et
ce travail-là enfin, ce qui se passait dans le temple d'Asclépios, Jung l'a longtemps étudié et l'a mis en œuvre dans ses analyses. C'est-à-dire, alors, il ne l'a pas remis en œuvre de la même façon, il n'y avait pas besoin d'aller le voir, de se laver, enfin, il n'y avait pas tout le côté rituel, mais la prise de conscience que de faire émerger l'inconscient à la conscience avait un élément guérisseur de la psyché, Jung l'avait compris et ce processus d'incubation, il l'avait intégré. Et en fait, en lisant le tarot de façon analytique, c'est exactement la même idée. C'est-à-dire de créer un choc, et c'est pour ça que le tarot a un avantage peut-être sur le rêve, c'est qu'il y a un élément qui est visuel. C'est-à-dire que quand vous lisez les cartes à quelqu'un, cette personne, enfin la personne à qui vous les lisez, a une image en face d'elle. Et souvent, l'image va créer une réaction, va créer une prise de conscience. Et c'est de cette prise de conscience qu'il va pouvoir entreprendre ensuite un travail de rectification. Oui, alors, bonne question. Je pense que pendant la séance, non. C'est-à-dire que pendant la séance, c'est vraiment un travail de prise de conscience. C'est vraiment un travail avec soi, où en fait, quand on lit les cartes à la personne, on doit complètement s'effacer pour permettre à la personne à qui on lit les cartes d'avoir cette prise de conscience. Ensuite, souvent, il peut y avoir une demande de comment est-ce que je mets en œuvre un certain nombre de choses. Et là, le tarot, aussi exceptionnel soit-il, il a parfois des petites limites. C'est-à-dire qu'il vous donne les clés, mais il ne vous donne pas forcément tous les outils. C'est pour ça, mais on ne va peut-être pas s'éterniser là-dessus, mais c'est pour ça qu'à titre personnel, j'ai développé le stoïcisme, c'est-à-dire, donc, stoïcisme, c'est une philosophie grecque, et qui est basée sur une manière de vivre, c'est un art de vivre, c'est-à-dire que ce n'est pas une philosophie abstraite, c'est une philosophie du quotidien, qui est fondée sur des exercices spirituels. Les exercices spirituels, c'est apprendre à penser, apprendre à regarder les choses différemment, apprendre à se positionner différemment par rapport à un certain nombre de situations, et ainsi de petit à petit se corriger, se transformer pour arriver à une forme de sérénité. Et c'est vrai que là, la dimension stoïcienne dans le suivi après la prise de conscience serait proche du coaching. C'est-à-dire, on a un problème et comment est-ce qu'on fait pour le mettre en place, enfin pour le résoudre. Oui. Le tarot applique une symbolique oui. particulière. Quelle est l'origine de cette symbolique de base? Alors, j'allais y venir. Donc, le tarot, c'est 78 cartes qui sont divisées en deux groupes. Il y a les arcanes majeures et les arcanes mineures. Les arcanes mineures, c'est 56 cartes. On va dire que ça correspond au centre humain si on se met dans une dynamique de l'esprit, c'est-à-dire qu'on aura le corps, c'est les deniers, on aura l'âme, ça serait les coupes, on aura l'esprit, c'est les épées, et puis on aura le feu créateur, la libido créatrice, ça serait les bâtons. Donc ça, c'est les 4 familles du tarot, des arcanes mineurs qu'on va utiliser. Et après, on a les arcanes majeures, c'est ceux qu'on utilise le plus, et c'est ceux que tout le monde connaît, parce que c'est ceux que la bohémienne utilise dans sa roulotte avec l'arcane 13. Ce sont des symboles. Si vous voulez, je peux le faire passer. Vous le regardez. Je commence par là. On va la faire en 2 tas. Oui. Par contre, vous me le rendez, parce que ça serait bien que j'ai les 22 cartes à la fin, s'il vous plaît. Parce que sinon, je ne pourrais pas vous lire les cartes. Et j'ai pris qu'un jeu. Et en plus, si on vole les cartes, après, il devient menteur, le tarot, pour le coup. Et donc, ces 22 dessins, parce que tarot, c'est la Torah, c'est le livre, c'est un livre de symboles pour répondre à ta question. Ces dessins, oui. Oui. Alors, il y a un lien, si on prend le carré Sator, je ne sais pas si vous connaissez, c'est-à-dire qu'on prend tarot, T-A-R-O, on peut écrire Torah avec, T-O-R-A, on peut écrire Rota, R-O-T-A. C'est la roue, et d'ailleurs, c'est les 2 éléments dont je voulais vous parler. Tarot, c'est Torah, donc c'est un livre, et Tarot, c'est la Rota, et c'est une roue, c'est un cycle. Mais ça, j'en parlerai peut-être du cycle après, parce que je vais répondre au symbole. Mais effectivement, il y a un lien. Alors, très clairement, il y a toute une imagerie un peu populaire autour du tarot. On estime que c'est un savoir secret qui remonte à la haute antiquité et à l'Égypte, et que c'était les prêtres égyptiens avant l'effondrement des temples, qui aurait, dans un jeu de cartes, préservé le savoir. Et quelle était la meilleure manière de préserver le savoir? C'était de le mettre sur un jeu profane et de le donner à des gens qui n'en avaient pas conscience, et comme ça, ils ne se seraient pas posé de questions, et puis d'une génération à l'autre, ils auraient passé
à leur insu la connaissance. Alors ça, c'est un petit peu l'image légendaire. En réalité, d'un point de vue historique, on retrouve le tarot à la fin du XVe siècle en Europe. C'est un jeu de cartes qui est parti d'Italie, qui a été diffusé essentiellement grâce aux militaires à travers toute l'Europe, en Allemagne et en Suisse notamment. C'est à l'origine sans doute un jeu profane, qui n'avait pas d'autre intention que d'être un divertissement pour soldats. Et puis, vers le XVIe, XVIIe siècle plutôt, il a commencé à être utilisé par des sociétés secrètes à des fins initiatiques. Et depuis ce moment-là, il se constitue véritablement comme un instrument d'initiation. Donc l'initiation, c'est un apprentissage en fait. Son origine est donc clairement judéo-chrétienne, et je pense que de l'interpréter autrement que dans une perspective judéo-chrétienne n'est... Comment on va le dire ? Je pense que c'est dommage de prétendre enrichir le tarot en lui donnant d'autres origines, en lui donnant d'autres clés d'interprétation qu'une interprétation judéo-chrétienne. Puisque c'est très clairement un instrument, d'ailleurs il y a un pape et une papesse, il y a toutes les vertus cardinales, la force, tempérance, la justice. Donc on est très clairement dans un instrument judéo-chrétien. Une fois qu'on a dit ça, ça ne signifie pas que pour lire les cartes du tarot, il faut être croyant, il faut être judéo-chrétien. Mais il faut juste avoir conscience dans l'interprétation symbolique, dans la dimension du jeu, dans la manière de se l'approprier, que c'est un instrument qui est chargé de cette mythologie, de cette connaissance-là. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Alors pour revenir, donc vous voyez les cartes qui sont là, ça ce sont des symboles ou des archétypes. Les archétypes, c'est un fond qui est propre à tous les humains, qui fait que par exemple, quand on a l'empereur, ça va être l'archétype du père, puisque à peu près pour tous les humains, un père, c'est un homme rayonnant, autoritaire, structuré, posé. Ça, c'est l'image archétypique que l'on a du père. Et donc le tarot reprend cette image et la met au sein de l'empereur. Ça, c'est les symboles qu'il faut apprendre pour comprendre le tarot. Ça, c'est pas forcément très intéressant, c'est un peu de la cuisine. Mais ce qui est intéressant de comprendre dans le symbole, c'est que le symbole, en fait, c'est le Graal, symbole. Et le Graal, voilà. Et en fait, le Graal, c'est la clé de la connaissance de soi. C'est ce qui nous permet, en tant qu'homme, de quitter notre, je vais le dire comme ça, notre animalité, notre essence humaine, mais brute, non transformée, non créée, pour devenir quelqu'un d'autre, pour devenir celui que l'on est, épuré, dépouillé de tout ce qui nous empêche, de nos peurs, de notre inconscient. Et en fait, le Graal, c'est la clé de la... Tout le monde sait ce qu'est le Graal, en fait, parce que ça me paraît évident, mais ça n'est pas forcément pour tout le monde. J'explique ? Oui. Ok. J'aurais dû le formuler comme ça dès le départ, ça aurait été plus simple. Alors, tout le monde connaît Arthur ? Camelot. Ok. Alors, en fait, c'est ça. Camelot, c'est le Graal. On va y aller comme ça. En fait, dans la série, l'idée de Camelot... c'est le roi Arthur, Merlin, Perceval, enfin toutes les légendes arthuriennes. C'est un roi légendaire dont le but est de retrouver le Graal, c'est-à-dire un objet ayant appartenu au Christ et qui permet à l'homme de devenir divin. C'est à peu près ça. Et quand je dis le symbole, c'est le Graal, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est une coupe qui aurait contenu le sang du Christ, qui est le Graal. Mais on comprend aussi, quand on dit le symbole, là je joue précisément sur la sonorité, que le symbole, c'est la coupe que l'on a en soi pour se connaître et pour se transformer. Parce que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que dans les mythologies, que ce soit la légende du Graal, ou que ce soit la mythologie grecque ou n'importe quelle autre mythologie, c'est en fait une transposition hors de soi de ce qui se passe en nous. Et que toutes les divinités, tous les héros de légende et tous ces personnages qui font des quêtes ne sont finalement que nous-mêmes qui sommes en train de nous transformer. Et quand, par exemple, Thésée va combattre le Minotaure, c'est nous qui descendons à l'intérieur de nous et qui allons combattre l'une de nos peurs pour la terrasser, pour nous libérer. Et on arrive à sortir de cette ombre, si on reste dans la métaphore de Thésée et du Minotaure, parce qu'on a rencontré Ariane et qu'Ariane nous a donné un fil
qui nous ramène vers la lumière. Et que ce récit mythologique, c'est une invitation à aller en soi, parce qu'en fait, c'est la transposition de ce qui se passe, enfin, c'est la transposition extérieure d'un processus intérieur. Et en ce sens, le symbole, et le tarot remplit ce jeu-là, va nous renvoyer à une mythologie extérieure, à un récit, à une narration qui très souvent est connue de tous, ou en tout cas inconsciemment, mais qui en réalité est un processus qui va se passer en nous, qui va nous permettre d'éclairer des zones d'ombre, qui va nous permettre de mieux nous connaître, de nous rectifier, et donc petit à petit de devenir ce que nous sommes. Est-ce que, jusque-là, toujours clair? D'ailleurs, et après je vais passer sur, parce que je crois que le temps passe, mais je ne sais pas où on en est. C'est bon. Pourquoi? Parce que le titre, c'est une autre manière de lire le monde. Et pour l'instant, je suis en train de vous parler de nous, mais je parle de l'homme, mais je ne suis pas en train de parler du monde. Et c'est un peu dommage, parce que finalement, en tant qu'homme, on vit dans le monde, et c'est intéressant peut-être de s'y confronter. Sur le temple de Delphes, toujours l'Antiquité grecque, c'est un peu une obsession chez moi, il y a un frontispice où il est écrit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers » ou le cosmos. Et donc, il y a cette idée, dans cette phrase, que de se connaître soi, c'est une manière de connaître ce qui est hors de nous. D'où est-ce que cette idée vient? Alors, je ne sais pas d'où elle vient d'un point de vue historique, mais il y a une certaine évidence, il y a deux évidences. La première, c'est que il y a un présupposé qui veut que tout ce qui est en bas, ça c'est la table d'émeraude, j'en parlerai si vous le voulez, mais ce n'est pas très important. C'est un texte ésotérique qui est nécessaire à la compréhension du tarot, qui dit que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et donc ce qui est en bas, c'est nous, et ce qui est en haut, c'est le ciel. Et en fait, se connaître soi, c'est être capable de se projeter aussi hors de soi et de connaître ce qui est au-dessus de nous. Et en sens inverse, connaître ce qui est au-dessus de nous est une manière de nous connaître nous. Et donc ça crée une espèce de circularité, je ne sais pas si on peut le dire, enfin, il y a un cycle qui va se passer entre la connaissance de soi, la connaissance du cosmos, et c'est peut-être aussi pour ça que le tarot est une roue, rota, parce qu'il nous apprend que la vie, la compréhension de la vie s'inscrit dans un cycle, dans une évolution permanente, et que ce n'est pas une marche linéaire. Ça, c'est la première chose. Et puis l'autre chose de la connaissance de soi comme nécessaire instrument pour connaître le monde, c'est que plus on va se connaître, plus notre regard, plus notre conscience, notre esprit va s'amplifier. C'est-à-dire que la peur, la faim, l'appât du gain, la course vers la reconnaissance, la notoriété, fait qu'on a une vision du monde qui est très, très étroite, qui est très restreinte par nos a priori, par nos connaissances préconçues, par nos idées préconçues, par aussi nos intérêts, puisqu'on va essayer de comprendre le monde en fonction de ce que l'on veut en faire, non pas en fonction de ce qu'il est, mais de la manière dont on veut l'utiliser. Et plus on va se connaître soi, c'est-à-dire plus on va se libérer de ce qui entrave notre regard, plus notre regard va être ample, va être large, et donc mieux on va être capable de le décrypter, de l'analyser et de s'y positionner. Et à un moment, je vous ai parlé du stoïcisme, et il y a un homme assez important, un philosophe du XXe siècle qui s'appelle Pierre Hadot, peut-être que vous en avez entendu parler, qui est celui qui a redécouvert notamment le stoïcisme et le platonisme, mais on ne va pas rentrer, mais qui est vraiment quelqu'un d'essentiel dans la connaissance de ces doctrines antiques, et qui parle à un moment d'un acte de conversion en tant qu'homme pour se positionner différemment dans le monde. Alors l'acte de conversion, on va être très clair, ce n'est pas l'adhésion à une religion, à une secte, ce n'est pas ça l'enjeu. L'acte de conversion, c'est en fait une compréhension, un regard différent, c'est-à-dire désintéressé de la matière, désintéressé, on va dire, du réel, pour se mettre dans une dimension où on s'inscrit dans une dimension plus large, où on est sans a priori, mais où on regarde les choses telles qu'elles sont, et on s'efforce vraiment de les regarder de cette façon-là, telles qu'elles sont, et non telles qu'on voudrait qu'elles soient. Parce qu'en fait, ce qui restreint notre pensée, notre manière de regarder le monde, et donc de nous connaître, c'est qu'on regarde toujours les choses avec une utilité, avec un utilitarisme. Et on ne sait plus regarder les choses sans autre raison que de les regarder telles qu'elles sont. Et en ce sens, le tarot peut être cet apprentissage d'un autre regard sur le monde, puisque c'est profondément un autre regard sur soi.
il y a une vingtaine d'années, quand j'étais un jeune con et que j'étais président du Parti libéral, j'aurais jamais regardé la vie comme je la regarde aujourd'hui. Parce que quand je me levais le matin, j'avais plein d'ambitions. Je voulais être calife à la place du calife, je voulais plein de choses, essentiellement dans la matière d'ailleurs, pour être assez franc. Et puis finalement, le monde n'était qu'un déroulé, qu'une histoire qui devait me permettre de réaliser ce que je voulais. Et j'essayais de contrôler les choses, j'essayais de les amener à être ce que je voulais. Et finalement, j'ai passé beaucoup de temps à passer à côté des choses. Puis le jour où la machine s'est arrêtée, parce qu'elle s'est arrêtée, eh ben, au début, je me suis dit, c'est un peu compliqué le monde quand même. Et puis j'ai appris petit à petit à le regarder d'une façon différente, c'est-à-dire à le regarder en me disant, regarde pas ce que tu peux faire du monde, qu'est-ce qui va t'apporter, qu'est-ce qui va te donner, mais regarde juste ce que les circonstances te donnent, et puis fais avec ce qui t'est donné, et puis petit à petit, construis, fais les choses de façon simple, sans projection, sans espérer rien du tout, en prenant juste les circonstances les unes après les autres. Et ça, c'est précisément ce changement de regard, c'est le tarot qui m'a permis de le faire, et c'est la philosophie. Parce que ce qui est important, et c'est ça que le tarot nous apprend, c'est pas la réussite matérielle, et d'ailleurs, si on regarde dans les premières cartes du tarot, tout ce qui concerne la matière, ça va aller jusqu'à l'arcane 8, alors qu'il y a 22 arcanes. À partir du 9e arcane, on rentre dans une dimension spirituelle. Spirituel ne signifie pas qu'on est déraciné, ça ne signifie pas qu'on n'est pas ancré dans la vie dans laquelle nous sommes. Mais ça signifie juste qu'on ne regarde pas le monde en tant que matière, on regarde le monde comme une réalité, mais avec une réalité augmentée, c'est-à-dire amplifiée d'un certain sens. Ce sens, il n'est pas forcément religieux, il n'est pas forcément spirituel au sens adhésion à une doctrine spirituelle, mais il est juste de s'inscrire dans le mouvement de la vie, de vouloir que les choses qui arrivent, même les choses négatives, et c'est d'ailleurs là où c'est le plus difficile, arrivent comme elles arrivent. C'est cette volonté de vouloir la vie telle qu'elle est et d'apprendre à se positionner dans cette vie-là sans autre volonté que de suivre le mouvement qui nous est donné par les circonstances. Et je pense que cet exercice est un très bel exercice de sagesse dans la mesure où c'est en acceptant les circonstances qu'on peut... Je vais le formuler autrement. Personne n'a envie de mourir. A priori, personne n'a envie de mourir. Peu de gens ont envie de vieillir. Pourtant, mourir et vieillir, c'est inéluctable. On va tous y passer. C'est vrai. Est-ce qu'il faut mettre l'énergie de notre vie à vouloir combattre quelque chose qui ne dépend pas de nous? Ou est-ce qu'il faut mettre l'énergie de notre vie à réaliser, compte tenu du fait que nous sommes mortels, à réaliser nos aspirations en apprenant à nous détacher de tout ce qui nous entrave, la peur de la mort, et sur lequel on n'a pas de prise. Et en fait, c'est ça, accepter les circonstances de la vie. C'est juste accepter qu'il y a des éléments qui sont inéluctables, et il faut les prendre tels qu'ils sont. Et puis, il faut, par contre, mettre toute son énergie, sa volonté, son intelligence, parfois son talent, à faire en sorte que dans ces circonstances-là, on révèle ce que nous sommes. Alors, il y a un super accompagnement, mais là, ce n'est pas le tarot, c'est le manuel d'Épictète chez les stoïciens. C'est un guide de 55 pages, magnifique, qui nous apprend à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous et un bon usage de la volonté. Je pense... Il y a deux choses, en fait, que... Alors là, on va un peu malheureusement faire une digression sur le tarot, mais on y reviendra, mais... Je pense que la philosophie peut nous apprendre pour accepter ça, c'est d'une part d'accepter à regarder la vie autrement, c'est-à-dire qu'on est dans une société, si on parle du vieillissement et même de la mort, c'est quelque chose qu'on occulte parce qu'on considère ça un peu comme un échec. On considère ça comme quelque chose à l'encontre de la marche du progrès de notre époque, et naturellement nous serions des hommes supérieurs si nous arrêtions de vieillir et que nous étions immortels. Ça serait un peu ennuyeux. Et on ferait en fait beaucoup moins de choses dans nos vies parce que c'est notre mortalité qui fait qu'on a des vies intenses parce qu'on sait qu'on a un temps qui nous est donné. Donc, sans doute qu'il nous faut apprendre non pas à vouloir combattre la mort,
je reprendrai cet exemple, mais apprendre à l'accepter comme étant, et c'est ça l'autre regard qu'on va porter sur les choses, à l'accepter comme étant nécessaire à la beauté de la vie. Parce qu'en fait, il n'y aurait pas de vie, et il n'y aurait pas une vie belle s'il n'y avait pas la mort. D'une part, parce que c'est elle qui permet l'évolution de l'espèce, c'est elle qui fait que à chaque génération qui passe et la nouvelle qui arrive, il y a un progrès, ou en tout cas une évolution, il y a quelque chose qui se passe. Donc il y a une nécessité vitale pour l'espèce, pour le monde, qui est une mort. Si on était immortel, les choses seraient figées. Il n'y aurait aucune évolution et les hommes de Cro-Magnon seraient toujours là et nous, on ne serait toujours pas là. Et donc la beauté de la vie, le cycle de la vie, c'est aussi cette acceptation-là, c'est aussi cette reconnaissance. C'est d'accepter que ce qui nous paraît a priori pas beau, l'est, parce que non conforme à notre volonté, est en fait une nécessité à une dynamique qui nous est supérieure, à quelque chose qui nous dépasse, et que d'accepter cela, c'est en fait accepter le cycle de la vie. Ça, je pense que c'est la première des choses. Et puis d'une façon plus concrète, parce que finalement la philosophie, elle a de sens que si elle est concrète, et si elle est abstraite, elle n'est pas très utile. D'une façon plus concrète, les stoïciens nous disent « Commence pas à vouloir te confronter à la mort si tu n'es même pas capable d'être détaché des choses insignifiantes du quotidien. » Et donc si je casse cette bouteille, je ne vais pas le faire parce qu'on va avoir des problèmes, mais si je renversais cette bouteille et que je commence à m'énerver parce que cette bouteille est cassée, je perds mes nerfs, je ne suis pas capable d'admettre que finalement c'est un accident de la vie et qu'il faut que je me détache de ça. Si je ne suis pas capable de ça, comment pourrais-je vouloir me détacher de la mort? Et dans l'idée des stoïciens, et là c'est une réponse très concrète, c'est de dire « Apprends sur les choses insignifiantes de la vie à te rectifier, apprends à être indifférent au bris d'un objet insignifiant, au fait que ton amoureuse te quitte, enfin des choses qui ne sont pas très... Voilà. Pour petit à petit aller en difficulté supérieure jusqu'à être capable de te détacher de la mort. » Et il y a vraiment cette idée-là de progression, de progression dans le regard qu'on porte sur les choses. Et ce qui est intéressant, les stoïciens disent ça, et quand on regarde le tarot, et je vous ai dit que c'était une roue, ils nous apprennent que c'est un cycle. Le tarot nous apprend que la vie est un cycle. Et comme dans tous les cycles, on n'est pas dans une progression constante non plus, on est dans des cycles d'évolution. Et en fait, c'est les expériences de la vie, c'est certains événements qui vont nous arriver, qui vont nous obliger petit à petit à prendre conscience d'un certain nombre de choses et à nous rectifier et à nous corriger jusqu'au prochain cycle qui nous apprendra une autre expérience de vie. Oui? Moi, je m'appelle Nina, j'avais une question justement. Est-ce que vous pensez qu'on vit dans un monde linéaire, ce qui fait que l'existence actuelle de votre retour et de ce fait, tout est pardonnable, parce qu'il n'y aura pas un retour de ce qui s'est passé. Vous pensez que c'est un monde cyclique? Dans ce cas-là, vous croyez à la réincarnation? D'accord. Je ne pense pas que tout soit pardonnable, même si c'est un cycle. Parce que ça serait un relativisme un peu embêtant. Je pense que la vie est un cycle. Nietzsche le dit assez bien, c'est l'éternel retour du même. C'est-à-dire que on doit vouloir vivre notre vie, ça c'est ce que je pense, intensément, pleinement, au point, même dans ces éléments douloureux et difficiles, de vouloir la revivre de la même façon. Ça doit être notre exigence, c'est d'avoir la vie que l'on veut, de la vivre et d'être prêt à la répéter sans cesse, parce qu'on s'y est tellement engagé qu'elle est nous, qu'elle nous correspond, et que même dans ces difficultés, dans ces adversités, si elle revient, et elle reviendra, ça je le pense, on va la revivre. La vie n'est pas linéaire, dans le sens où, moi je suis toujours effaré, et je suis navré si certaines personnes des fois le disent, je ne comprends pas qu'en 2022, nous pouvons encore. Je ne vois pas pourquoi 2022 serait beaucoup plus évolué que 1022. Le Moyen-Âge était sans doute une époque beaucoup plus évoluée et beaucoup plus libre que la nôtre à bien des égards. Et donc cette idée de la linéarité de la vie, où il y a une espèce d'évolution permanente et qu'à chaque étape on a franchi une marche d'escalier, me paraît complètement faux. Et me paraît complètement absurde. Je pense que la vie est un cycle. Et par rapport aux réincarnations, donc oui, je pense qu'il y a un cycle des réincarnations et des répétitions, mais là, ça va nous emmener un peu plus loin et je ne vais pas forcément en débattre. Mais je pense que la vie est un cycle et que si tout n'est pas exactement répétable de la même façon et compréhensible de la même façon, le fait que ça soit un cycle, il y a quand même des dynamiques, des éléments qui nous permettent d'envisager comment vont tourner les choses, de comprendre, voilà. Et dans toute vie humaine, sans rentrer dans des considérations
on va dire gouvernementale ou historique, mais dans toute vie humaine, on a des moments de croissance où on évolue, on progresse, c'est l'évolution. On a des moments de stagnation et on a des moments de régression, d'involution, où on revient en arrière. Et en général, on commence à se poser des questions quand on stagne et qu'on régresse, et puis quand tout va bien et qu'on monte, on ne se pose pas trop de questions. Mais en réalité, c'est une roue permanente, et on a ces phases de vie qui se répètent en permanence. Et normalement, si on a conscience de cette répétition des cycles, et bien quand on est dans une phase de stagnation ou de régression, plutôt que de perdre pied, de paniquer, de se dire c'est la fin du monde, voilà, on sait que ça va passer, on accepte le moment, on le traverse, mais on essaye aussi de faire en sorte qu'il dure le moins longtemps possible en remettant en place peut-être d'autres dynamiques, d'autres manières de se positionner et de ne pas être dans un fatalisme, dans un fatalisme ou dans une déresponsabilisation de notre vie. J'ai répondu à votre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Ouais, pas plus bêtement que ça, vous avez assez raison. Mais le problème, c'est que l'expérience, souvent, elle éclaire les plaques arrière. Et puis, si on observe un petit peu nos vies, quand on vit sans trop se poser de questions, on répète des fois 5, 6, 7, 8, 10 fois la même erreur. Et l'idée peut-être du tarot, de la philosophie, c'est d'éviter de taper 8 fois la tête contre les murs et de se dire que 5 fois ça va suffire et qu'on peut s'économiser les 3 dernières. C'est un petit peu ça l'idée. C'est-à-dire que c'est une expérience consciente, c'est-à-dire c'est une connaissance de soi, une observation de soi à l'intérieur pour essayer le plus rapidement possible, j'aime pas parce qu'il y a un côté utilitariste dans cette formulation, mais pour essayer de prendre conscience de ce qui nous arrive et de tirer le plus facilement et le mieux possible des conclusions de nos expériences passées. Et en quoi le tarot peut nous aider? Alors le tarot, il va nous aider parce que, et c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup expliqué, pas assez, on est dans un monde où on croit que l'intellect, la conscience domine, la rationalité domine nos décisions. On est un petit peu vaniteux, les hommes, et on croit qu'on est logique, rationnel, qu'on prend des décisions. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est que notre conscience est un peu la marionnette de notre inconscient, qui représente en fait l'écrasante majorité de nos décisions. C'est nos impulsions inconscientes qui font qu'on va faire tel ou tel mouvement. Et puis après, il y a la conscience qui arrive et qui essaie de lui donner une forme de logique et de cohérence. Mais elle arrive après. Et en fait, le tarot, où il va nous aider, il y a une carte d'ailleurs qui s'appelle le diable. Je ne l'ai pas parce qu'elle se balade je ne sais pas où, mais voilà. Mais non, c'est bon. Merci. Merci. Il y a une carte qui s'appelle le diable où on voit un bonhomme pas très... Enfin, un diable, quoi. Et puis, donc c'est un homme mi-homme, mi-femme. Il a les attributs masculins, les attributs féminins. Il n'est pas très joli. C'est un peu nos ombres, donc c'est ce qu'on ne voit pas. Le diable, c'est vraiment la part inconsciente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a une torche dans la main. Et en fait, le tarot, c'est un peu la torche. C'est cette lumière qui va aller dans nos parts obscures, dans nos refoulements, dans ce qu'on ne voit pas en nous, qui va les éclairer pour nous obliger à les regarder en face, pour nous obliger à en prendre conscience, et en prenant conscience, à nous rectifier, ou en tout cas à mieux comprendre notre fonctionnement et à en tirer certaines conclusions. J'ai répondu? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Il y a deux. Oui. Oui, oui. Juste pour dire que le tarot, en fait, est la clé de lecture de notre cœur et que c'est une mise en application de Saint-Exupéry, le Petit Prince. C'est joliment dit. Mais même avec les yeux, et on ne voit bien qu'avec le cœur. Oui. C'est arriver à se réaliser en tant que personne, en tant que... Ouais. Oui, c'est juste. C'est arrêter de regarder le monde extérieur pour revenir vers notre monde intérieur. C'est très juste. Jolie synthèse. Non, allez-y. Michel, merci. En fait, il y a une sorte de passivité dans ce que j'entends. Vous dites, c'est un petit peu comme si on doit se laisser porter par les flots d'une rivière, ne pas nager contre le courant. Mais à quel moment on doit décider si on veut aller sur la droite ou la gauche de la rive? Vous voyez, plutôt que d'accepter de se faire balloter. Oui, par les flots. Vous voyez, comment est-ce qu'à quel moment on sait
Alors je vais prendre la métaphore du tir à l'arc. C'est une métaphore stoïcienne, mais c'est, je trouve, une belle métaphore. Quand on tire à l'arc, on doit maîtriser sa respiration, on doit avoir un mouvement parfait, on doit avoir une posture parfaite. Ça va dépendre de nous. Donc, concentration, respiration, mouvement, ça dépend de nous. On y met toute notre exigence. Tout notre talent, on répète, on s'entraîne. Mais dès l'instant où on va décocher la flèche, on n'est plus maître de savoir s'il va y avoir un coup de vent, de savoir si quelqu'un va déplacer la cible et donc faire qu'on ne va pas atteindre notre but. N'étant plus maître de ça, du résultat, on doit se détacher. Et en fait, dans l'apparent fatalisme, et c'est vrai que c'est l'impression que j'ai pu donner et je le regrette, l'idée, c'est d'apprendre à se détacher des circonstances extérieures et donc des résultats de nos actions. Mais par contre, chacune de nos actions doit être faite avec exigence. On doit y mettre tout son savoir-faire, tout son talent, toute son énergie, toute sa volonté. On doit travailler, si on veut, quoi qu'on veuille faire, il faut travailler. Il y a une exigence du travail. Mais par contre, on ne doit pas travailler pour obtenir un résultat donné. On doit travailler pour la satisfaction de ce que l'on fait, pour se donner, pour avoir la satisfaction de l'exigence d'avoir fait mieux que ce qu'on pensait pouvoir faire. Mais le résultat, l'objectif, doit complètement nous être indifférent. Et puis, si je fais un très beau mouvement au tir à l'arc, mais qu'au même moment, il y a un coup de vent qui fait que ma flèche n'atteint pas la cible, est-ce que la qualité de mon travail, est-ce que l'exigence que j'ai mis à faire ce mouvement parfait est moindre parce que la flèche n'a pas atteint la cible? Je ne pense pas. J'ai répondu? Alors pourquoi s'entraîner? Pour être exigeant avec soi. Parce que si le but à atteindre n'est pas atteint, à la fin, je m'entraîne pour faire un marathon, si j'arrive pas au bout, c'est pas grave, mais je peux pas. Donc pourquoi m'entraîner auparavant? Alors, je vais vous répondre. L'exigence de soi invite à améliorer tous nos potentiels. Tous nos potentiels, c'est des latences, c'est des potentialités. Et donc vous avez peut-être des aptitudes pour le marathon, c'est-à-dire des beaux poumons, de bonnes jambes, vous ne fumez pas. Mais si vous ne vous entraînez pas, vos poumons, même potentiellement beaux, ils ne vont pas atteindre leur optimum. L'entraînement va vous permettre d'améliorer votre nature, d'améliorer ce que vous êtes, pour en tirer le meilleur profit. Mais ce n'est pas parce que vous vous êtes bien entraîné, que vous avez des beaux poumons, que vous êtes sain et que vous allez faire une belle course, que 100 mètres avant l'arrivée, il y a un petit farfadet qui passe, vous vous encoublez, vous cassez la jambe, vous n'arrivez pas à finir. Mais ce n'est pas important ça. Ce qui était important, c'est d'avoir eu la discipline, l'exigence sur son corps, d'être capable de faire le marathon, d'avoir transformé ses aptitudes, d'avoir révélé ses potentiels, d'avoir révélé ses qualités, pour en tirer le meilleur profit, pour s'améliorer, pour aussi mieux se connaître. Parce qu'en fait, en s'entraînant, on se connaît mieux, on connaît nos points forts, nos points faibles. Et très souvent, quand on s'entraîne, on travaille toujours nos qualités, alors que peut-être on ferait mieux de travailler nos points faibles, parce que c'est là où il y a une plus grande marge de progression. Toutes ces choses-là sont importantes pour nous, pour l'estime qu'on a de soi, pour la connaissance de soi, pour l'amélioration de soi. Mais de finir le marathon, finalement, c'est un petit peu vain. C'est juste pour avoir la médaille. Moi, j'ai un fils, il est dans une école Montessori. Il a 9 ans, il n'a jamais vu un carnet de notes, il n'y a pas de compétition dans sa classe. Et pourtant, en fin d'année, il s'amusait à faire une division infinie et elle faisait 3 mètres sur un papier. Sa satisfaction, c'est d'avoir été capable de faire cette division très très longue, sans une faute. C'était pas d'être meilleur que le petit copain d'à côté, c'était d'avoir eu, lui, cette capacité-là. Et en fait, si peut-être l'autre regard qu'on portait sur le monde, c'est-à-dire que la meilleure des compétitions qu'on peut avoir, c'est pas avec notre voisin, mais avec soi-même. Peut-être que si on pensait que de nous élever, c'était pas en abaissant l'autre, mais en améliorant nos aptitudes, peut-être que le monde pourrait être un peu différent. Alors je veux bien que ça soit utopique, mais ça, on est maître de cela. Se dire comment est-ce que je fais pour m'améliorer et comment est-ce que je fais pour obtenir les choses que je veux par mon mérite et pas pour d'autres critères. J'ai répondu? Vous n'êtes pas d'accord, j'ai compris, mais j'ai répondu. Tu disais à un moment que... Des bêtises. Tu disais que quand tu tires à l'arc, Moi pas. Hein. tu as
après l'avoir décoché, par exemple le petit coup de vent, le farfadet qui passe, ne dépend plus de nous. Ouais. C'est exactement ça. moi, je suis plus d'avis que ça dépend aussi de nous. Ça va dépendre de l'entraînement qu'on a eu, de pourquoi on le fait, des raisons qui nous poussent à tirer à l'arc. Et ensuite même, je pense que lorsqu'on tire à l'arc, même si on a fait une erreur dans la technique, si les raisons sont bonnes, le petit coup de vent va nous faire que ça va pousser vers la cible. Voilà, ça c'est plus mon avis. Ah oui, ah, mais j'ai pas dit. Donc, du coup, ça Dans ma métaphore, je ne voulais pas exclure la chance. Hein. disait ce qui était en bas est pareil de ce qui est en haut. Ouais. Et je pense même que ce qui est à l'intérieur est aussi dans l'environnement, et inversement. Je pense que tu as raison. C'est une idée. Hein. Mais le problème de ta vision des choses, et pourtant on est déjà dans un monde qui se déresponsabilise beaucoup, c'est qu'alors à ce moment-là, on n'a vraiment plus rien besoin de faire et on se laisse porter par les flots et on attend que les choses arrivent. Alors, honnêtement, je pense que c'est pas impossible. Je connais des gens qui vivent et qui pensent ça comme ça, et il n'y a pas de jugement. J'ai quand même ce petit côté stoïcien qui fait penser qu'on a des aptitudes d'homme et que l'exigence de notre nature, c'est de développer nos potentiels. Et je me permets, alors peut-être parce que j'ai parlé à un moment d'alchimie, et il y a un très beau texte de Pic de la Mirandole, c'est un auteur du XVIe siècle, on ne va peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais qui crée un dialogue entre Dieu et Adam. Et Dieu, à un moment, dit à Adam, bah alors Adam, je t'ai mis au milieu du monde pour que tu observes la nature, pour que tu regardes le monde, mais je n'ai pas défini pour toi de règles. Je t'ai donné des aptitudes et un libre arbitre, et c'est à toi de décider si tu veux être terrestre ou céleste, mortel ou immortel. Et en fait, par rapport à ta remarque, à ta question, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Bien sûr qu'on peut se laisser porter par la vie, un petit peu d'hydrôle fataliste, okay. Je vais à droite, je vais à gauche, okay, ça peut être sympa, pourquoi pas. Mais finalement, c'est nier notre essence d'homme et les potentiels qu'il y a en lui de transformation, d'amélioration, de rectification. Alors que cette idée de l'exigence de soi, c'est décider de ne pas être juste un homme mortel, terrestre, incarné dans la matière, incarné dans une vie un peu animale, instinctive, mais de se dire j'ai des aptitudes, je peux amplifier ma conscience, je peux amplifier mon esprit, je peux amplifier mes aptitudes, et je vais travailler à réaliser cela. Et je trouve que cette exigence-là, elle est quand même plus stimulante, plus intense que de se dire je remets ma vie à un coup du sort, et c'est pas un, mais à la chance. Alors, ce que je voulais dire, c'était pas juste laisser le coup à la chance, mais c'est de dire que j'ai travaillé la technique dans le tir à l'arc, les muscles qui me permettent de tirer la corde, étudier les vents et tout, tralala. Donc ça, c'est Alors, d'accord, alors si on est d'accord là-dessus, oui, travailler sur la technique, et ce qui fait qu'après, l'erreur, après avoir décoché, elle est corrigée. elle sera décochée parce que toutes les causes qui ont été derrière étaient bonnes et font que même le petit coup de vent, on dit ouf. Eh ben, c'est Éole et les dieux qui te soutiennent. Et alors là, C'est bien de voir aussi comme ça. ah, mais ça peut arriver. C'est-à-dire qu'au moment où je lâche, c'est plus de mon ressort. Ah non, alors je pense. Le travail que j'ai eu derrière aussi va interférer après. Ok, alors en fait, de dire je me détache de ce qui ne dépend pas de moi, c'est pas une manière. En fait, c'est une manière de vivre plus sereinement. J'arrive à mon examen. Je fais mon examen, je remplis mes questions, j'ai bien préparé, j'ai bûché toute l'année, ce que j'ai jamais fait. Ok, boum, j'arrive à l'examen, je remplis ma feuille, je la rends. Je sais que les 10 jours de correction, je vais être super serein parce que ça ne dépend plus de moi. J'ai fait tout ce que je pouvais faire avant, j'ai remis la feuille, et donc maintenant je peux aller à la piscine, à la plage, m'amuser, parce que de toute façon, ça ne dépend plus de moi. Et souvent, dans nos comportements, on se stresse, on se fait du mouron sur des choses dont on n'est plus le maître. Et donc ça nous empêche de vivre pleinement, parce qu'on est accaparé par telle ou telle idée, par telle ou telle obsession, on attend qu'un tel nous appelle, on attend plein de choses. Et puis là on parlait professionnellement, mais ça peut être relationnellement, amoureusement, à tous les niveaux, on s'obstine sur des choses, on focalise notre attention sur quelque chose qui ne dépend pas de nous. En apprenant à nous détacher de ça, en disant « Ok, j'ai fait ce que je pouvais, au mieux. Maintenant, à la grâce de Dieu, on va le dire comme ça, finalement, bah, c'est une manière de vivre beaucoup plus sereinement. Et je crois que je dois arrêter. Je crois que le temps passe trop vite. Peut-être encore quelques questions. Alors, une question. J'avais encore une dernière question, c'était, je voulais savoir ce que vous en pensez de la loi de l'attraction. Donc le fait de relier la conscience pour les résultats. C'est quoi, Jimmy Hughes?
Alors, la question, c'est, on me demandait ce que je pensais de la loi d'attraction. C'est, alors dans les grandes lignes, parce que je ne suis pas un grand expert, c'est je pense et ça arrive. C'est ça? Ok. J'ai pensé très fort que j'allais devenir millionnaire, je ne le suis toujours pas. Pourtant, Dieu sait que je l'ai pensé. Hein. Il y a un adage. Alors maintenant, je vais répondre plus sérieusement. Il y a un adage, j'espère aussi. Il y a un adage qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Et il est un petit peu bête, mais il est juste. Et ça revient sur l'exigence de soi. Je pense que ce qui est intéressant dans la loi d'attraction, c'est de reconnaître que notre pensée, notre manière de nous positionner dans la vie, le regard qu'on porte sur les choses, d'être positif plutôt que négatif, de croire aux choses, oui, ça a une influence, très clairement. Si je fais un dossier de candidature pour, je ne sais pas, une résidence d'écriture, et que quand j'envoie le dossier, je me dis de toute façon, je suis trop nul, ça va me merder, il y a de fortes chances que je ne l'ai pas. Par contre, si je fais très très bien mon dossier et que je focalise mon attention en me disant « voilà, j'ai fait au mieux, je me suis motivé, mais j'ai aussi bien travaillé », oui, je pense que la pensée a une influence. Mais ce n'est pas une influence seule, il y a quand même une action. Et peut-être la seule chose, alors pas la loi d'attraction en soi, mais peut-être à ce que certaines personnes qui vendent la loi d'attraction, on va le formuler comme ça, je reprocherais, et c'est un petit peu comme la divination, c'est une manière de déresponsabiliser l'homme de sa vie. C'est de dire, il me suffit de penser pendant 21 jours que je vais l'obtenir et je l'obtiendrai. Oui, pense-y pendant 21 jours, mais en même temps, travaille, discipline-toi, fais les choses. Et ça me paraît pas plus réaliste, mais plus efficace. La loi d'attraction? Ou ma réponse? Ouais. Oui, il y a un peu de quelque chose. Parce que bien entendu qu'il y a une influence entre la matière et l'esprit. On est très très clair là-dessus. Mais on est aussi dans un monde qui fonctionne comme il fonctionne et nous sommes maîtres de nos vies. Et ça, on ne doit jamais l'oublier. On a ce libre arbitre. Je parlais tout à l'heure du dialogue entre Dieu et Adam de Pic de la Mirandole. Et c'est très important l'idée que l'homme a son libre arbitre sur sa vie. Et que rien sur sa vie. C'est de dire vraiment sur sa vie. Oui, sur sa vie. Oui, c'est important. On n'interprète pas en disant on n'a pas le libre arbitre Non. sur tout ce qui se passe Non. autour. Mais on a le libre arbitre sur nos vies. On est toujours libre de toutes les décisions que nous prenons. C'est des grands débats. Ah non. Non, Non. Enfin oui, c'est un gros débat, mais à mon avis, Spartacus qui décide de ne plus être esclave, il sait quel est le prix de ne plus être esclave, mais il l'assume. Épictète, je l'ai cité tout à l'heure quand je parlais de son manuel, c'est un philosophe stoïcien. Il était esclave. Un jour, son maître le bat parce qu'il avait été impertinent, ou enfin, en tout cas, il n'avait pas été respectueux de l'autorité. Et Épictète le regarde et lui dit « Si tu continues de me battre, je vais continuer de penser ce que je pense, mais par contre, tu vas me casser la jambe. » La jambe a été brisée par les coups, et Épictète lui dit « Tu vois, je t'avais bien dit, tu m'as cassé la jambe, mais je pense toujours ce que je pense. » Et ça nous appartient, même quand c'est difficile. Oui, Enza? est-ce que tu veux bien nous montrer quelques exemples avec les tarots? Faire une lecture? Oui, alors, oui, je vais le faire. Et une petite question. Une question qui concerne plus le tirage en lui-même. Quelle est la part du mystique, on va dire, dans un tirage? C'est-à-dire quand les cartes sortent, pourquoi C'est ça que vous voulez voir. plutôt qu'une autre? Parce que c'est que d'interprétation. C'est-à-dire, est-ce qu'on est guidé à un moment, est-ce qu'on se sent guidé pour tirer cette carte ou une autre? C'est le petit coup de vent. Mais des fois, ça arrive, le petit coup de vent. Des fois, il y a une carte qui s'échappe du... Alors à ce moment-là, il faut la garder. L'idée, on parlait de sérendipité, l'idée, quand on tire les cartes, on va faire un petit tirage. Là, j'y mets, j'espère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oui, il y en a une qui n'est pas numérotée, il y en a une qui n'est pas nommée. La non numérotée, c'est le mat, elle vaut 0 et 22, donc elle est au début et à la fin. Et puis la non numérotée, c'est l'arcane 13, donc que certains appellent la mort, parce qu'elle est non nommée, pardon. C'est l'arcane 13 parce qu'on ne nomme soi-disant pas la mort, mais en même temps l'arcane 13, et là on va se mettre d'accord une fois pour toutes, ce n'est pas la mort, parce que si c'était la mort, ça serait la dernière carte du jeu, parce qu'en général la mort arrive à la fin. L'arcane 13, c'est la rupture, c'est la brisure qui fait qu'on va se transformer, qu'on va aller vers autre chose. Pour répondre à votre question, oui, il y a quelque chose de cet ordre peut-être. Pour répondre à votre question, alors moi quand je fais tirer les cartes, je suis pas très, j'aime pas trop les superstitions.
Donc on peut tirer avec la main gauche, avec la main droite. Je sais qu'il y a des personnes qui... Voilà. Je pense que on doit toujours le traiter avec respect, parce que tous les objets qu'on utilise et qui nous aident, on les traite avec respect, le tarot. Mais on doit vraiment les traiter avec naturel, et comme ça, il est vraiment le reflet, l'imprégnation de ce que l'on est. Et alors la grande question, c'est pourquoi est-ce que c'est le reflet de mon inconscient alors que je les ai tirés au hasard? C'est un peu ça la question. Mais là, il faudrait qu'on refasse une séance, il faudra me réinviter, Enza. Mais, oui, en fait. C'est ce que j'étais en train de me dire, que j'étais embêté parce que je n'avais pas de table. Hasard et coïncidence n'existent pas. Ça, c'est la manière. Quand on ne comprend pas les choses, les hommes, on aime bien résumer et les mettre dans une certaine... Enfin, les cataloguer. Ce qu'on n'explique pas, c'est le hasard. Comme ça, on n'a pas besoin de réfléchir à ce que c'est. En fait, on a parlé tout à l'heure de sérendipité. Je pense que les hasards, les coïncidences, sont en fait des rencontres entre la pensée, la matière, l'esprit, à certains moments. Et donc, je ne crois pas du tout à l'idée de hasard. Je pense que ce qui nous arrive, même si on ne le comprend pas, a un sens, a une signification. C'est ça aussi la lecture symbolique de nos vies et du monde. C'est-à-dire que, alors il ne faut jamais surréinterpréter. Les gens qui passent leur journée à surinterpréter tous les signes ou prétendus tels dans leur vie, ça ne va pas fonctionner. Mais il y a certaines choses de nos vies qui font que ça a une signification et que ça a un sens, et que ce n'est pas dû au hasard. C'est une manière d'attirer notre conscience. Et Jung parle d'un papillon, non, ce n'était pas un papillon, une libellule qui rentre à un moment dans son cabinet quand il est en consultation avec une patiente, et c'est là où il élabore en fait la théorie de la synchronicité entre l'esprit et la matière. C'est-à-dire que cet insecte qui rentre dans la pièce crée une prise de conscience chez une de ses patientes, et c'est là qu'il voit que des éléments extérieurs peuvent être des déclencheurs de l'esprit, et réciproquement. Mais donc, quand on tire les cartes, alors je ne sais pas si quelqu'un a envie de se faire tirer les cartes. Ok. Ah, venez. Comme ça, on va faire échelle 1-1. Alors, vous les brassez. Et puis, juste, quand vous les poserez, vous ne les regardez pas, vous les mettez comme ça. Alors attendez, il y a un sujet qui vous intéresse un peu? Vu qu'il y a du monde, il ne faut pas faire un truc trop intime quand même. Trop intime. Bon, après vous pouvez, hein, mais... Si, il faut que ce soit... Si, il y a quelque chose d'intime. Alors choisissez, allez-y. J'en tire combien? Ah bah, dites-moi déjà un peu ce qui vous intéresse quand même. On va en tirer 3. On va en tirer 3. Ouais. Dans l'intimité. Il faut... Oh, mettre bref. dans le temps ou pas? Non, vous allez où vous voulez. Non, là pour le coup, faites comme vous voulez. Une femme? Ah, la grande question. Ah, la grande question. Non, comme j'ai divorcé il y a quelques temps en arrière, D'accord. il faut que les gens Ah bon, on peut comprennent faire aussi. peut-être les finances alors. Non, quand même plus sympa. Non, la rencontre. Voilà. La rencontre. Alors mettez 3 cartes. Après, vous les choisissez où vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Vous les avez brassés? Oui. Alors ok. Alors vous les choisissez et vous les regardez pas. D'accord. Je vous le reprends. Donc la première que vous avez posée, c'était celle-ci. Et ça, c'est la dernière. On est d'accord? Parce que je vais la déplacer. Ah, vous avez un tirage facile en plus. Ça aurait été dommage. Pardon? Non, rien. Moi, je vais en rajouter une 4e. J'explique. En fait, chacune des cartes a une valeur. Donc, je vais additionner les valeurs des 3 cartes. 5 et 10, ça fait 15. 15 et 4, ça fait 19. Donc, je vais rajouter la carte 19. Je vais bien vous expliquer, mais là, ça fera l'objet d'un cours. Puis on doit aller un peu vite, je crois. On est d'accord, Enza? Ok, j'ai compris. Du coup, je vais devoir aller vite aussi pour vous. Sinon, je vais me faire taper après. Voilà. En tout cas, il y a une énergie très masculine dans votre tirage. Non, si. Regardez-moi pas. Non. Vous êtes un peu échaudé par l'expérience amoureuse? Brûlé. D'accord. Ok.
En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va le formuler de façon un peu rapide. Mais jusqu'à présent, vous étiez, je dirais peut-être pas un idéaliste, mais vous aviez encore certaines illusions sur les relations, sur l'idée du mariage en tout cas. Tout à fait. Et que maintenant, vous êtes devenu un homme un peu plus posé. Plus stoïque, peut-être. Ouais. Et puis vous regardez peut-être le passé avec une certaine nostalgie, mais vous tournez un peu le dos à l'avenir encore. Non, je ne tourne pas le doigt à l'avenir. Relation, hein. Je parle pas du reste. Relation. Il y a encore quelque chose, en tout cas, me semble-t-il, qui n'est pas tout à fait digéré dans l'idée de la relation de couple. Ah, alors ça, pas du tout, oui, effectivement. Ah, voilà. C'est dans ce sens-là où je disais que vous tourniez le dos à l'avenir. Non, c'est pas... la digestion Vous est êtes- longue. Voilà, Et elle est long. longue. Elle est longue. Voilà. C'était un petit peu dans ce sens-là où je voulais le dire. Mais ce qui est un petit peu intéressant, c'est qu'il y a quand même une énergie chez vous qui vous attire à vous réunir, à retrouver quelque chose, une relation. Mais ça passera certainement, j'essaie de le faire un peu Rapide. ouais, rapide et puis sans trop rentrer. Digestion lente qui est rapide. C'est bien. Voilà, mais il y a vraiment un passé à digérer. Et le risque que vous avez dans vos rencontres actuelles, enfin futures, on va le formuler comme ça, c'est de vous couper, c'est l'idée du mur, c'est de vous couper de belles rencontres parce que vous allez projeter sur ces rencontres votre passé, ce que vous avez vécu. Et donc l'idée, c'est plutôt de faire un peu confiance à la vie, de vous dépouiller de ces idées préconçues et de vivre pleinement, façon été, c'est-à-dire de façon un peu légère et insouciante, les relations qui se présentent et juste de les laisser se mettre en place, sans les questionner, sans les projeter sur le passé. Et si vous avez des questions, je vous réponds. Non, ça me convient. Donc, légèreté, Ouais. digestion, légèreté. Vous pouvez laisser venir. Et puis, mais ça, je pense que l'idée du mariage en tant qu'institution, c'est pas pour demain. Parce que là, vous êtes encore un peu tête en bas et qu'il va falloir digérer. Donc, mettez-vous plutôt dans une perspective de relation. Mais quand je dis légère, ça ne veut pas dire n'importe quoi, hein. Mais sans prise de tête, juste vivre les choses, la rencontre avec l'autre, en fait, c'est ça qui est important. Et prendre l'autre pour ce qu'il est. D'accord. Ça vous va? Non, mais ça me va. Merci. Merci à vous. Si quelqu'un d'autre veut, je ne pourrais pas prendre tout le monde, hein. Moi, je veux bien. Je sais pas sur quoi, mais... Ah. En fait, la question, juste parce que comme ça, pendant qu'on fait la transition, il n'est pas forcément, tu peux venir, mais il n'est pas forcément nécessaire de poser une question, mais là, on doit faire un peu vite. Donc, ça va plus vite pour moi si on sait la thématique qu'on aborde et ce vers quoi on veut aller, que si je dois commencer à me dire les grandes questions de vie existentielles. Mais la question n'est pas toujours nécessaire. On peut utiliser justement le tarot pour se dire « Mais zut, j'ai pas de questions à poser au tarot, quelles questions je pourrais lui poser ?» Et à ce moment-là, le tarot dira « Mais il y a peut-être des enjeux de vie dans tel ou tel domaine. » Tu peux brasser les cartes. Je vais juste boire un peu d'eau. Mais là, quand tu analyses, Mhm. il n'y a pas que les cartes. Mais là, j'ai fait très 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 vite, hein. D'accord. Il y a des sensations, on appelle ça. Intuition. On sent quand même la personne qui est à côté de soi. Et vu qu'on, je vous ai dit, c'est pas de la divination, donc c'est le reflet de l'esprit de la personne, les préoccupations qui peuvent être en souterrain. Effectivement, la présence de la personne peut nous guider et comprendre certaines choses. Oui. Pardon? Oui, mais pas au sens thérapeutique du terme. En fait, il y a Marc Aurèle qui nous disait, c'est un empereur romain, philosophe grec, qui disait qu'en toute chose, on doit toujours apporter une attention à la compréhension de la personne qui est en face de nous, et qu'on doit toujours être dans la rencontre avec l'autre. Et en fait, c'est en ce sens-là où c'est de la psychologie, c'est-à-dire que le tarot,
mais en fait on devrait le faire tous les jours, tout le temps, c'est la rencontre avec l'autre et c'est en fait prendre, mais pas prendre au sens négatif, mais c'est comprendre l'autre. C'est l'écouter, le voir, le sentir. Et c'est ça que devraient être les relations humaines. Et très souvent, j'ai dit qu'elles devraient être. Et très souvent, quand on demande à quelqu'un comment il va, on n'écoute même pas la réponse. Alors abstenons-nous, alors on peut abstenir de lui demander comment il va. Vaut mieux passer directement à l'essentiel puisqu'on s'en fout de la réponse. Mais par contre, si on lui demande, alors il faut focaliser son attention sur la réponse. Et en fait, avec le tarot, on fait la même chose. C'est-à-dire que quand la personne vient vers vous et va tirer les cartes, elle a une préoccupation, et ben il faut être concentré sur cette préoccupation-là et sur la personne. La préoccupation ? Je n'en ai pas vraiment. Mais Zut. moi, je n'ai pas de vraie préoccupation, mais je me pose une question plutôt au sens large, c'est quelles sont les forces à mettre en place pour la suite. D'accord, on va faire toujours à 3 cartes, sans les regarder. Ok. Force à mettre en place pour la suite. Alors là, on peut le faire très très vite. Ce qui va arranger Enza. Je fais tout pour arranger Enza. Ah, c'est parfait ça. Ça va paraître un peu lapidaire, mais on peut le faire comme ça. Il faut un rayonnement social, une ouverture vers l'extérieur. Il faut surmonter certaines peurs inconscientes. Et puis, il faut faire de cette envie, de ce défi à relever, en faire l'unique sujet de concentration. Une espèce d'aspiration profonde. C'est intéressant. Je dirais que c'est les 3 clés, les 3 forces à mettre en œuvre. Se concentrer. Alors les cartes tirées, c'est... Oui, c'est vrai que... Ah, je croyais qu'on les voyait, pardon. Excusez-moi. On les verra plus tard. Voilà, il faudra regarder la vidéo. La carte tirée, c'était le jugement, le soleil et le diable. Alors, le soleil, j'ai dit que c'était le rayonnement social. C'est assez évident. Le diable, j'ai parlé des peurs, des ombres, puisque le diable, tout à l'heure, je vous en ai parlé, c'est vraiment l'obscurité. Et souvent, quand on crée un projet ou quand on s'inscrit dans quelque chose de nouveau, il y a beaucoup de peurs qui rejaillissent parce qu'on a l'impression qu'il y a des choses qu'on ne va pas savoir faire, qu'on ne va pas pouvoir faire, qu'on n'a pas les... Voilà. Donc, c'est la confrontation à ces peurs-là. Et puis, le jugement, je l'ai vu comme une invitation à se concentrer parce qu'en fait, la carte du jugement, c'est souvent une aspiration, un sacerdoce, quelque chose qui nous attire vers le haut, quelque chose qui est essentiel pour nous. Et donc, quand on s'inscrit dans un projet, quand on a une volonté de réaliser un projet et qu'on a le jugement, ça signifie que ce projet-là, ou cette dynamique-là, est vraiment très importante pour nous, qu'il y a quelque chose de l'ordre du sacerdoce, enfin en tout cas d'une volonté très très forte. Merci. Voilà. Vous venez ? J'espère que je vais mieux vous convaincre que pour la question. Une question qui résume assez vite les choses. La retraite, c'est quand et c'est comment? Alors, quand, je ne vais pas pouvoir vous dire parce que je ne fais pas de divination, mais on va faire c'est quand et c'est comment. 3 cartes. 3 cartes? Ouais, puis on va parler de la retraite en général. Je ne vous donnerai pas le jour, le mois, l'année, ni le revenu. Ah mince. Zut. Ah, ben la retraite, en tout cas, elle va être tambour battant. Là. Ah, ben elle va être sympa, la retraite. C'est un fil à la patte, le travail. Non, c'est un boulet. D'accord, oui. Moi, je pose la question parce qu'en fait, sur le pendu, le petit bonhomme, il est attaché par le pied et il traîne quelque chose. Donc, en tout cas, la retraite, ça va être une libération. Ça, c'est un peu évident, mais c'est pour ça que je vous dis ça. Vous allez bouger, pas mal de voyages, de mouvements. Et puis, sans doute, parce que c'est le mat, il y a une espèce de frénésie de liberté. Donc, au début, ça risque de partir un peu dans tous les sens. Mais en partant dans tous les sens, petit à petit, vous allez vraiment trouver une voie, un chemin à suivre. Mais c'est une très très belle énergie, bouillonnante, foisonnante, et à 100 à l'heure. Très bien.
Les 3 cartes tirées, c'était le pendu, le mat, le chariot, pour ceux qui connaissent. Et c'est pour ça que j'ai parlé des mouvements, des voyages. Et le mat, c'est la liberté, c'est vraiment... Le mat, c'est la carte qui n'était pas numérotée, et c'est vraiment l'énergie originelle. C'est vraiment le feu créateur qui est en nous, c'est cette espèce de désir qui nous fait faire les choses, qui nous anime. Et quand on la tire dans une question en général comme ça va montrer un petit peu comme tout ce qui explose. D'abord, ça part dans tous les sens, il y a une espèce de désordre, et après, les choses se remettent en place. Mais ce n'est pas forcément négatif que ça parte dans tous les sens. C'est une manière d'explorer les pistes, en fait. Voilà. En guise de conclusion, si tu avais une phrase à conseiller pour qu'on s'intéresse au tarot, tu dirais quoi? J'aurais envie de dire que la meilleure manière, la plus belle manière de vivre intensément sa vie, c'est à travers la connaissance de soi, de se libérer de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui nous empêche d'être celui que nous sommes, celle que nous sommes, et que l'intensité de la vie, elle n'est pas dans ses excès, mais elle est dans la plénitude de ses réalisations, elle est dans cette liberté de faire ce à quoi on aspire réellement, et que, à mon sens, le tarot est un très bel outil pour se libérer de ce qui nous entrave et de ce qui nous empêche d'advenir à soi. Merci.